Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Dans cette capsule et la prochaine capsule, en fait, qui vont être les deux dernières capsules avant votre premier examen. Donc, ça va terminer la matière pour l'examen 1. On va parler surtout des molécules organiques. Donc, dans cette capsule-ci, on va voir deux des quatre familles de molécules organiques. Donc, on va parler entre autres des lipides et aussi des glucides. Donc, avant de commencer, en fait, juste pour que ça soit clair dans votre tête, si je veux résumer les deux prochaines capsules, celle-ci et la prochaine, on va tout simplement parler donc des molécules organiques. Et si déjà je vous disais, qu'est-ce qu'une molécule organique? Vous le savez maintenant, vous l'avez étudié dans la dernière capsule. Pour ceux qui ne se souviennent pas, je vous disais que c'est des molécules qui sont composées de certains atomes spécifiques. Quand on parlait de CHOMPS, ça c'est un truc pour le retenir. Donc carbone, hydrogène, oxygène obligatoire, les trois premiers. Et parfois, dans certaines molécules, en fait une bonne majorité des molécules, on va retrouver un ou l'ensemble de ces éléments-là aussi, donc azote, phosphore et soufre. Donc, ça, c'est la définition des molécules organiques. Et en fait, les molécules organiques se divisent en quatre classes. Il y a la famille des lipides, avec plusieurs membres qu'on va voir aujourd'hui, qui sont à peu près l'équivalent des graisses. Donc, les lipides, c'est un ensemble de molécules, en fait, ce que vous appelez dans le langage courant des graisses, mais on verra qu'il y a plusieurs sortes de lipides avec des compositions et des fonctions différentes aussi. Il y a maintenant également un deuxième membre, les glucides. Donc ça, c'est les sucres. Même chose, on verra les différents membres de cette famille-là pour cette capsule. Et dans la prochaine capsule, on va étudier les protéines, troisième famille de molécules organiques dans votre corps, et les derniers, ce qu'on appelle les acides nucléiques, donc dernière famille de molécules organiques. C'est en fait la formation génétique, essentiellement l'ADN et l'ARN. Donc on verra également leur rôle respectif éventuellement. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans votre corps, toutes les molécules organiques qui existent, en très grande majorité, vont nécessairement appartenir à une ou l'autre de ces familles. Okay? Donc, ça, il faut déjà avoir ça en tête. Pour l'examen, ce que je vous demande en fait, c'est que pour chacune des quatre familles, c'est toujours la même question que je vais vous demander, toujours les mêmes éléments à étudier. Premièrement, c'est de connaître les différents membres de chaque famille, de connaître leurs fonctions biologiques respectives, ce qui est relativement simple. Ça me demande un peu d'études, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et l'autre chose que je peux vous demander, je ne veux pas que vous appreniez les formules précises à l'atome près, de combien d'atomes et tout, mais je vais vous montrer des images au cours de mes cours et vous devez être capable d'avoir une idée générale de quelle famille de molécules on parle. Exemple, si je vous mets un glucose, puis un phospholipide, puis un triglycéride, puis une molécule d'ADN, et que je vous donne des images qui représentent leur structure anatomique, vous devez être capable de les distinguer. C'est un peu comme si je mets une photo de cœur, d'estomac puis d'intestin. En regardant l'image, je devais être capable de me nommer les organes. Exemple, c'est un exemple fictif, là. Mais dans le cas de la chimie que je fais avec vous aujourd'hui, si je vous montre une photo de lipides, de glucides ou de protéines, vous devez être capable de me dire ça c'est une protéine, ça c'est un lipide, et donc de les reconnaître. Donc ça, il faut faire très attention parce que j'ai des étudiants parfois qui ne portent pas attention à ça, mais c'est sûr que ça va être une grande part de votre étude et une grande part de l'examen 1. OK? Donc faites attention à ça. De toute façon, au fur et à mesure, je vais vous montrer exactement ce que je veux, ça va être plus clair. Donc, première des choses. On commence avec les lipides. Donc, bien sûr, c'est des molécules organiques, comme je le disais. Et il y a principalement quatre grandes catégories de lipides. Donc, il y a les triglycérides, les phospholipides, les stéroïdes et les eicosanoïdes. Cette famille, on va les voir beaucoup moins. C'est les trois premières qui vont être extrêmement importantes dans mon cours et même dans votre deck. Donc, on va commencer avec la première classe de lipides, ce qu'on appelle les triglycérides. Donc, les triglycérides, en fait, c'est les molécules, lorsqu'on engraisse, exemple, si vous êtes un peu sédentaire, vous mangez beaucoup et tout ça, bien, vous prenez 5 livres. Bien, dans le fond, c'est quoi 5 livres? C'est que vous avez des milliards de cellules, exemple, dans la région abdominale, qu'on appelle des cellules adipeuses, qu'on a créées pour stocker les triglycérides. Et c'est en fait, il y a plusieurs fonctions, mais la principale fonction, c'est une réserve d'énergie à long terme. Donc, quand vous avez besoin d'énergie parce que, je ne sais pas, vous êtes en croissance, vous faites un exercice intense, vous allez piger dans cette réserve d'énergie-là. En fait, vous transformez vos triglycérides en ATP et vous réutilisez cette énergie d'ATP pour faire, exemple, bouger vos muscles ou encore pour créer de nouvelles molécules. C'est des réactions chimiques anaboliques, comme on a vu à la dernière capsule.
Donc, première des choses, il y a les fonctions des triglycérides. Ça, c'est le premier élément que je vous demande d'apprendre. On vous dit entreposage de l'énergie, et le mot long terme ici est très important. Donc, parce qu'il y a des réserves à court terme aussi que je vais parler éventuellement. Donc, c'est une réserve d'énergie à long terme. Et pourquoi que j'insiste sur le long terme? Puis que si vous me dites juste réserve d'énergie, je pourrais vous enlever des points, c'est très simple. C'est que chronologiquement, il y a d'autres molécules qu'on va voir tantôt qui servent de réserve d'énergie à court terme. Donc, il y a un aspect chronologique là. Si vous commencez à faire un sport, dès le début, vous allez prendre l'ATP libre, okay? Donc l'énergie qui est déjà disponible. Quand il n'y aura plus suffisamment d'ATP, vous allez faire quoi? Bien là, vous avez des différentes hormones et messagers chimiques qui vont dire, bien là, c'est le temps d'aller piger dans notre réserve d'énergie à court terme. Et là, vous allez utiliser cette réserve d'énergie à court terme pour maintenir votre sport. Ça peut être 5 minutes, après 5-6 minutes de sport intense. Et après 5-10 minutes, dépendamment de votre niveau de sportif et de votre niveau d'intensité quand vous entraînez, bien, généralement, après un certain temps, on va aller, si nos réserves d'énergie à court terme sont vides, c'est là qu'on va se rabattre sur une réserve d'énergie à long terme. Donc, normalement, on ne commence pas par la réserve d'énergie de triglycérides. On va vraiment aller vers les réserves à court terme. Quand elles sont épuisées, on va vers la réserve à long terme. Donc, on en reparlera quand ça sera le temps, mais c'est déjà pour une petite explication pour vous dire justement à quel point c'est important de distinguer la réserve à long terme. Donc, ça, c'est la première fonction des triglycérides, une réserve d'énergie à long terme. Ensuite, une deuxième fonction, on vous dit que c'est une fonction de soutien, d'amortissement et tout. Moi, je vais y aller un peu plus en fait, différemment. Vraiment une fonction de protection. C'est ça que je veux que vous appreniez. Les triglycérides, quand on engraisse, bien sûr, on prend du poids, on a un peu de bédaine, peu importe, ou à d'autres endroits parfois, mais ça agit un petit peu comme une espèce de coussin protecteur. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si vous recevez, exemple, si je parle au niveau abdominal, du ventre, vous recevez un coup dans la région abdominale, bien, si vous avez une bonne couche de graisse, on va pouvoir absorber une partie du choc mécanique. Donc, on oublie souvent cette fonction-là. Oui, c'est effectivement leur première fonction biologique d'être une réserve d'énergie si on en a besoin, une réserve d'énergie à long terme. Mais en même temps, ça va protéger certaines structures. Donc, il y a des dépôts de graisse à certains endroits stratégiques, justement, qui vont nous permettre de protéger des structures biologiques si on reçoit un coup, si on a un accident ou peu importe. Donc, il y a vraiment une fonction de protection, et je dirais même une protection mécanique. Hein? C'est vraiment contre un choc mécanique. Un peu comme un coussin protecteur, une espèce d'armure, si vous voulez. Donc ça, c'est une deuxième fonction importante. L'autre fonction, c'est l'isolation thermique. Donc, quand on dit isolation thermique, ou même on peut parler de thermorégulation, c'est le concept de certains animaux. Hein. Je pense aux oiseaux, exemple, qui vivent, qui passent l'hiver au Québec, exemple, ou les ours qui vont hiberner, ou peu importe. Les animaux comme ça, ils vont faire des réserves de graisse. Donc, c'est des réserves d'énergie pour eux, puis en même temps, ça va les protéger contre le froid. C'est un peu la même chose. Donc, évidemment, plus que vous avez de couches de lipides, de triglycérides qui s'additionnent, mais ça conserve la chaleur. C'est un petit peu comme, imaginez-vous un manteau. Hein? Vous avez un manteau de fourrure sur le dos, mais vous conservez votre chaleur. C'est pour ça qu'on dit que c'est un isolant thermique. Donc, ça permet la conservation de la chaleur. Donc, conservation de la chaleur, c'est pratique quand il fait froid. Vous avez moins de chances d'être en hypothermie, exemple. Par contre, ça peut être problématique dans certaines situations. Si vous avez des réserves de triglycérides de façon extrêmement importante, vous conservez vraiment votre chaleur, mais s'il fait vraiment déjà chaud à l'extérieur, c'est possible que là, vous en alliez vers un choc hyperthermique, en ce sens où la température augmente. Donc, c'est pour ça qu'on va falloir thermoréguler beaucoup plus. Si on a trop de réserves de triglycérides, on va transpirer beaucoup plus, on va avoir les joues rouges pour la vasodilatation. Donc, on va augmenter nos pertes de chaleur, en fait. Pour essayer de se refroidir. Donc, ça nous permet de conserver notre chaleur. Ça peut être pratique dans certaines situations. Hein. C'est vraiment un isolant thermique. Donc, c'est son autre fonction biologique. Mais évidemment, trop, c'est comme pas assez, évidemment. Okay? Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est les principales fonctions. Maintenant, donc, très simple. Hein, je vous demande à l'examen, nommez-moi 3 rôles, expliquez-moi les rôles des triglycérides. Donc, dans vos mots, vous êtes capable de m'expliquer ça. Bien évidemment, vous êtes correct. L'autre question que je tentais de vous dire en début de capsule, c'est exactement ça ici. Donc, ce que je pointe présentement, c'est la formule de triglycérides.
Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur où sont les carbones, à quel endroit il y a l'oxygène et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais si vous regardez la vue générale de cette molécule-là, et lorsque je vais vous apprendre les autres molécules organiques, bien, vous allez vous rendre compte qu'elle est unique. Ça ne ressemble pas du tout à une protéine ou à un acide aminé, encore moins aux glucides. Donc, ça va être d'être capable de, même si on n'apprend pas par cœur tous les petits détails, comment je vous dirais, de comparer chacune de ces images-là que je vous présente et de me dire deux choses. Quand vous voyez cette molécule-là, je vous demande à quelle famille des molécules organiques elle appartient. Vous avez une chance sur 4. Vous me dites soit c'est une protéine, soit que c'est un glucide, soit que c'est un acide nucléique. Et dans ce cas-ci, en fait, la bonne réponse, ça serait de me dire, ben, c'est un lipide, c'est la famille. Okay? Puis ensuite, si je vous dis, bon, ben, c'est la famille des lipides, vous êtes très bon. Maintenant, quel membre? Est-ce que c'est un phospholipide? Est-ce que c'est un triglycéride? Bon, un stéroïde? Donc, dans ce cas-ci, il y a deux choses. Quand vous voyez cette formule-là, cette image-là, vous me dites, c'est un lipide et son nom spécifique, c'est un triglycéride. Et comment vous allez le reconnaître? Bien, en fait, le mot tri veut dire 3. Donc, 3, c'est pour désigner les chaînes, ce qu'on appelle les chaînes d'acide gras. Donc ici, ce que j'encercle, c'est une première chaîne d'acide gras. On a une deuxième ici. Et on a une troisième. Les acides gras, c'est des molécules associées aux lipides. On les reconnaît très facilement. C'est une série de carbone attachée à des hydrogènes, comme ça ici. Donc, tri, c'est pour dire qu'il y a 3 chaînes d'acides gras. Et ce qui est en rose ici, c'est une molécule de glycérol. Donc, en fait, un triglycéride, c'est quoi? Si je le symbolise comme ça, c'est une molécule de glycérol attachée à 3 chaînes d'acides gras. Okay? Donc, 3 chaînes d'acides gras. Ça, c'est la troisième chose que je vous demande. Donc, évidemment, vous êtes capable de me dire les fonctions, de reconnaître la molécule, donc de me dire que c'est un lipide et qui s'appelle triglycéride si vous voyez cette image-là. Et en plus, la dernière chose que je vous demande, c'est de me dire, ben, c'est composé de quoi un triglycéride? Ben, c'est un glycérol avec 3 chaînes d'acides gras. D'ailleurs, on les reconnaît, hein? Le glycérol est ici, puis j'ai 3 chaînes d'acides gras ici. Et quand j'arrive à assembler, c'est toujours la même logique, on peut faire du catabolisme ou de l'anabolisme qu'on a déjà étudié dans le cours. Donc, quand je veux construire cette molécule-là, bien, je prends les 4 morceaux puis je les attache ensemble. Donc, je vais prendre 3 chaînes d'acides gras que je vais accrocher à la molécule de glycérol. Ça serait, donc, lorsqu'on engraisse, ça serait de l'anabolisme, c'est de la synthèse des lipides. On appelle ça de la lipogénèse, en fait, mais ce n'est pas bien important pour l'instant. Mais on fabrique des graisses, on fabrique plus précisément des triglycérides. Et comme on a déjà vu, bien, ça va consommer, utiliser une molécule d'énergie pour créer ces liens chimiques-là, pour les accrocher ensemble. Mais en même temps, pour chaque lien que je vais créer, je vais pouvoir libérer une molécule d'eau. Donc, ce qu'on a vu par le passé, on peut l'appliquer éventuellement à ce qu'on a déjà appris ici maintenant. OK? Donc, voilà pour le premier élément. Maintenant, toujours dans les triglycérides, il y a des détails que je vais ajouter qui n'apparaissent pas clairement dans les notes de cours, mais je veux que vous ajoutez ça dans vos notes de cours. C'est certain que si vous faites l'épicerie ou que vous écoutez la télé, lisez le journal un peu, vous avez déjà entendu parler de gras saturés et insaturés. Donc, on va définir ça un petit peu. Et en fait, les gras saturés et insaturés réfèrent aux chaînes d'acides gras ici. Donc, je vous disais, les chaînes d'acides gras peuvent être saturées ou insaturées. Je vais vous expliquer pourquoi on les appelle comme ça et l'implication biologique que je veux que vous sachiez pour l'examen, puis même pour le restant de votre carrière, parce qu'il y en a un qui est meilleur pour la santé que l'autre. Puis, je vais être franc avec vous, c'est pas si clair dans la littérature scientifique. Donc, faire attention, il y a des petites exceptions, puis c'est pas toujours aussi clair que ce que je vais vous dire, mais de façon générale, on peut dire que les gras insaturés sont meilleurs pour la santé que les saturés. Et je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi. Donc, première des choses, c'est quoi un gras saturé, en fait? Je vais vous montrer ça. La définition est écrite ici, mais je vais vous le montrer sur le dessin. Donc, on reconnaît un triglycéride ici, glycérol, 3 chaînes d'acides gras. Donc, à l'examen, je peux vous mettre une formule comme ça, comme je disais tantôt, mais des fois, on peut le mettre sous forme de dessin comme ça, symbolisé. Et je sais que ça ne se ressemble pas beaucoup, mais vous devez être familier avec les deux représentations ici. Et en fait, les boules rouges ici, ça représente à peu près l'équivalent du glycérol et on reconnaît les 3 chaînes d'acides gras. Donc, on symbolise les atomes par des boules de couleur ou des lettres, c'est la même chose. Okay? Donc, et là, c'est peut-être dur de croire, mais quand vous allez voir les autres familles de molécules, glucides, protéines, vous allez voir que ça ressemble en rien. Ils sont très distincts une de l'autre, donc c'est relativement simple si vous passez un petit peu de temps d'étude là-dessus.
Maintenant, je ferme la parenthèse et je reviens au saturé. Quand on parle de gras saturé ou insaturé, oui, ça réfère aux triglycérides, mais plus particulièrement aux 3 chaînes d'acides gras. Et j'attire votre attention sur le trou qui est ici. En fait, on va comparer le trou ici avec cette chaîne-là. Donc, la chaîne que je pointe par une flèche, la chaîne d'acide gras centrale, remarquez que chaque carbone, chacune de ces liaisons est saturée par un hydrogène. Donc, le carbone ici est attaché à un hydrogène, un autre hydrogène et les 2 autres liens avec les carbones voisins. Et il y a partout, on est saturé, il y a de l'hydrogène partout. C'est pour ça qu'on dit que c'est des gras saturés. C'est une définition de chimiste, en fait. C'est une façon de dire que les carbones sont saturés en hydrogène. Ici, la dernière chaîne, on dit qu'il est insaturé. Pourquoi? Parce qu'il manque. Ici, ce que je fais en pointillé, il manque un hydrogène. Il y a un trou. Hein? Littéralement, il y a un trou. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les 2 carbones ici, pour X raison, ils font une liaison double. Et le lien qui devait être ici pour attacher un hydrogène a disparu. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, tout simplement, on a une liaison double entre 2 carbones, ce qui fait qu'on a perdu un hydrogène. On dit qu'il est insaturé, tout simplement, parce qu'il manque des hydrogènes. Donc, il est insaturé du point de vue de l'hydrogène. Et ça va avoir une implication en biologie médicale, en fait. Les saturés vont favoriser les maladies cardiovasculaires. Je vais vous montrer pourquoi au tableau dans 2 secondes. Donc, si je vous demande de me définir c'est quoi un gras insaturé, vous me dites simplement, c'est une liaison double entre 2 carbones, ce qui fait qu'on a perdu un hydrogène par opposition au gras saturé. Donc, il y a une chaîne d'acides gras et il n'y a pas de liaison double entre les carbones, donc il y a des hydrogènes partout. On a la quantité maximale d'hydrogène. Si vous me dites quelque chose dans ce ton-là, c'est parfait, vous avez bien compris la définition. Parfois, si vous regardez sur certains aliments, un yogourt, peu importe, vous allez voir qu'il y a des gras mono-insaturés ou poly. Mono veut dire un, poly plusieurs. C'est la même chose, c'est juste que ici, ça serait un mono-insaturé parce qu'il y a juste une liaison double, mais parfois, on peut en avoir plusieurs. Donc, il y aurait plusieurs liaisons doubles, donc il nous manquerait plusieurs d'hydrogène. Et règle générale, plus que de liaisons doubles, donc en d'autres mots, plus qu'il manque d'hydrogène, mieux que c'est pour notre santé. Et voici donc la grande question, pourquoi sont meilleurs pour la santé de façon générale? Eh bien, si je vous explique ça ici, donc toujours dans les triglycérides, si je considère les chaînes d'acides gras, OK? Donc, on va juste l'écrire ici pour que ce soit clair. OK? Donc, les chaînes d'acides gras. Premièrement, saturé. Il y a donc 3 éléments de réponse que je veux que vous me disiez. Okay? Si je vous demande, je ne sais pas, moi, l'examen, Stéphane a le choix entre de la margarine puis du beurre. Puis on remarque que le beurre d'origine animale, il y a plus de gras saturé que la margarine qui est faite avec de l'huile végétale. Donc là, on a plus de gras insaturés, des chaînes d'acides gras insaturés. Pourquoi qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre pour la santé? Donc il y a comme 3 éléments de réponse à ça que je veux que vous soyez familiers. Et vous allez d'ailleurs, c'est important parce que ça va vous toucher même dans la vie de tous les jours. Peut-être même vous allez l'expliquer à vos patients parce qu'ils vont entendre ça et ils vont vouloir savoir pourquoi. Donc, c'est pas juste pour l'examen, en fait. Je trouve que c'est assez important pour, quand vous êtes dans le domaine médical, de faire la différence entre les deux. Donc, ce que vous allez noter, en fait, c'est que les gras saturés, un peu comme j'ai dit tantôt, c'est des liaisons doubles entre les carbones. Je m'excuse, je suis dans le saturé. Effacez ça. OK? Donc, je suis vraiment désolé. J'avais un saturé en tête. Donc, on part à l'envers. On recommence. Je m'excuse. Donc, les gras saturés, il n'y a pas PAS, hein, très important, c'est juste l'inverse, donc je m'excuse. Il n'y a pas de liaison double entre les carbones. Ce qui fait qu'on a le nombre maximal d'hydrogène. Et il n'y a pas de défaut de structure. Ça fait une belle brique carrée. Donc, la forme 3D, comme il n'y a pas de liaison double, on a vraiment une forme parfaite en 3 dimensions. Okay, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que, imaginez-vous, je l'ai déjà dit dans l'autre capsule, hein, tous les molécules ont une forme 3D, même si on ne les voit pas à l'œil. Ils ont toutes une forme unique qui les distingue des autres molécules. Mais quand on a des gras saturés, c'est que ton triglycéride, évidemment, c'est un glycérol avec 3 chaînes d'acides gras, mais si je le symbolise, on va voir une belle brique carrée comme ça. OK? Et regardez bien la différence. Quand on a un gras insaturé,
Pourquoi c'est meilleur pour la santé? J'y arrive dans 2 secondes. C'est l'inverse. Il y a des liaisons doubles entre les carbones. Ce qui fait qu'il manque des hydrogènes. À chaque liaison double entre les carbones, il va y avoir un hydrogène de moins. Et ce que ça va faire à chaque, de façon très visualisée, là c'est vulgarisé, mais imaginez-vous qu'à chaque liaison double où il manque un hydrogène, ça fait comme un trou dans la structure, comme un défaut. Okay? On va dire ça comme ça. Donc, ça fait un défaut de structure. Et au lieu d'avoir des belles briques égales, là, la graisse va prendre... Là, c'est très symbolique ce que je fais, mais exemple, au lieu d'avoir une belle brique égale, hop, oui, il y a la liaison double, j'ai une petite courbe comme ça. Après, on va revenir droit. Il fait qu'il est croche. Ça, c'est un monoinsaturé. Puis s'il y en a plusieurs, bien, imaginez-vous qu'à chaque liaison double où il manque des carbones, il manque des hydrogènes, pardon. Donc, à chaque liaison double entre les carbones où il manque d'hydrogène, je vais avoir plusieurs petits défauts comme ça, des petites courbes comme ça. Puis s'ils sont tout croches, comme ça, là, je vous pose la question. Lequel, à votre avis, va bloquer plus facilement une artère coronaire, exemple, qui, une fois bloquée, est souvent responsable d'une crise cardiaque? OK? Donc, qu'est-ce qui va mieux s'empiler dans les artères? Des belles briques droites, une par-dessus l'autre, ou ceux qui ont des formes bizarres, tout croches, qui ne sont pas trop compatibles? Évidemment, c'est eux autres le problème. Donc, eux autres, l'impact biomédical, c'est qu'ils vont bloquer plus facilement les artères. Et là, vous faites attention, ce n'est pas le seul facteur. Il y a un facteur génétique dans le sens que est-ce que vous avez des transporteurs plus efficaces que le voisin? Est-ce que vous les métabolisez mieux, ces graisses-là? Est-ce que la quantité de graisse que vous avez? Donc, il y a tout ça qui va faire en sorte qu'on peut affecter et favoriser ou non les maladies cardiovasculaires. Mais un des facteurs chimiques, comme ça, bien, si on a une forme parfaite, ils vont s'empiler beaucoup mieux. OK? Beaucoup mieux dans les artères et ça bloque. Maintenant, les insaturés, on les préfère parce que dû à leur forme défectueuse, puis leur forme irrégulière, on pourrait dire ce terme-là, c'est beaucoup mieux encore, leur forme irrégulière fait qu'ils s'empilent moins bien, tout simplement dans les artères, donc on a moins de chances de les bloquer, moins de chances d'avoir des problèmes de santé. Donc, si je résume, parce que c'est important, c'est pas écrit dans le livre, puis c'est pas dans les PowerPoint, donc tout ce que vous avez, c'est ma voix. Puis c'est sûr que je veux que vous sachiez pour l'examen. Donc, on résume ça pour que ça soit clair pour tout le monde. Pourquoi les gras insaturés sont meilleurs pour la santé? Donc, le double carbone, manque des hydrogènes, engendre un défaut de structure. Et comme ils ont une forme irrégulière, ils vont moins bien s'empiler dans les artères. Donc, moins de chances de les bloquer. C'est mieux pour la santé, tout simplement. Ou à l'inverse, vous partez avec les saturés, bien, ils sont plus dangereux. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas de liaison double, ils ont le nombre maximal d'hydrogène, ils ont une forme parfaite, régulière, s'empilent très bien un sur l'autre, bloquent beaucoup plus facilement les artères. Donc, si une artère est bloquée, il ne s'en passe pas. Ça amène des problèmes sérieux pour la santé, tout simplement. Puis je vous dirais que pour votre culture de vie, des fois, si vous faites l'épicerie chez vous, bien, ça vaut la peine de prendre 5 minutes, puis de regarder 2 produits similaires, et des fois, vous allez faire le saut. C'est incroyable comment le pourcentage de gras saturés et insaturés peut varier. Et à 2 aliments égaux, bien, je vous suggère fortement de choisir les gras insaturés quand vous avez la chance. Évidemment, c'est mieux de ne pas avoir de gras du tout, mais il y en a toujours un petit peu partout. Donc, si vous avez la chance, bien, prenez celui que les gras insaturés, vous favorisez ceux-là au lieu des saturés pour les raisons que je viens de mentionner. Je rouvre une parenthèse culturelle. Ce n'est pas matière à l'examen, je vais encore plus loin que le cours qu'on me demande, mais il y a peut-être des gens qui se posent la question. Parfois, on parle de gras trans. Mais les gras trans, c'est quoi? Hein? Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail, en fait, mais c'est les pires. Eux autres sont vraiment à proscrire. Donc là, c'est de la culture. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Je ne poserai pas de questions à l'examen. Mes collègues ne vous parleront peut-être même pas de ça, donc c'est pas très grave. Mais ça va vous toucher, puis surtout vous autres, de votre génération, là, il y a des règles de plus en plus sévères, et en fait, depuis quelques années, on est dans un mode de éliminons les gras trans. Quand j'avais votre âge, c'était complètement autre chose. Il y en avait partout, puis on se cassait pas la tête avec ça. Mais on s'est rendu compte que c'est probablement les plus dangereux. Et c'est quoi un gras trans? Mais en fait, je ne parlerai pas de l'origine trans, là, c'est un autre concept de chimie qui n'est pas utile pour le cours, mais en gros, on prend des gras insaturés, puis on les rend saturés par une méthode artificielle.
Et donc là, on a comme les meilleurs acides gras qui manquent des hydrogènes. OK? Puis, artificiellement, en industrie, on lui ajoute les hydrogènes manquants. Donc, on casse les liaisons doubles, puis on les rend saturées. Et, étonnamment, on pourrait se dire, ben là, le fait de rajouter l'hydrogène, ça le rend saturé, il va être pareil. Pas tout à fait. Ce mécanisme-là, ces processus chimiques-là, les rend pas tout à fait pareils. En fait, les rend plus toxiques. Et on s'est rendu compte, il y a beaucoup d'articles là-dessus, mais on s'est rendu compte que, premièrement, en fait, je vais vous demander, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Parce que là, dans votre tête, on se dit, on est fou, pourquoi on fait ça? Je veux dire, on rajoute des hydrogènes artificiellement alors qu'ils étaient bons pour la santé. Ben, c'est parce qu'on s'est rendu compte, historiquement, en industrie agroalimentaire, que les gras trans, deux choses. Premièrement, l'aliment se conserve beaucoup mieux. Donc, il y a un aspect financier. Et l'autre chose, l'être humain n'est pas toujours bien fait. On s'est rendu compte que les gras trans stimulaient certains récepteurs au cerveau qui fait en sorte qu'on aime mieux ça, les goûter. Puis je vous donne un exemple très simple. Toutes les pâtisseries françaises ou feuilletées ou très riches, là, puis quand ça goûte l'espèce de goût riche là, qui est si bon et si savoureux, c'est des gras trans généralement. Et donc, évidemment, ben, c'est tellement savoureux qu'on en vend beaucoup plus que si c'est pas savoureux. Donc, c'est encore un aspect mercantile, hein, faire de l'argent. Et puis d'ailleurs, à une époque, on appelait les margarines ou des beurres, des fois, hydrogénées. Donc, quand on disait hydrogéné, ça venait de l'hydrogène, c'est qu'on rajoutait artificiellement l'hydrogène. OK? Donc, c'est comme ça qu'on écrit les gras trans. Mais malheureusement, on s'est rendu compte non seulement qu'ils favorisaient encore plus les maladies cardiovasculaires que les saturés, parce que là, évidemment, ils ont leur forme parfaite et tout, mais on avait tendance à remarquer qu'ils collaient plus. On dirait que notre métabolisme, nos enzymes, nos processus biologiques reconnaît les saturés, mais reconnaît moins efficacement les trans. Puis on s'est rendu compte aussi que dans certains cas, c'est paradoxal, là, il y a des controverses, mais qu'il y a des gens qui ont l'air à associer les gras trans à certaines formes de cancer. Donc, possiblement. Je ne suis pas convaincu, peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas clair. Mais il y a peut-être des chances aussi. Mais une chose apparaît assez claire maintenant, on a de plus en plus de règles qui restreignent l'utilisation des gras trans et la loi maintenant oblige les gens, les compagnies à marquer le pourcentage des gras trans dans leur aliment, ce qu'ils n'étaient pas obligés de faire il y a quelques décennies. En tout cas, je vous en parle maintenant parce que ça nous touche dans notre société, puis on en parle beaucoup à l'heure actuelle, donc je trouvais ça important. Mais comme prof, je respecte le programme et je ne poserai pas de questions là-dessus, donc vous n'êtes pas obligé d'étudier ça, c'était pour votre intérêt personnel. Maintenant, si je reviens au cours, si je résume les triglycérides, ce qui est important vraiment, c'est de pouvoir reconnaître les différentes formes. Donc, quand je mets des formules ou des dessins, vous me dites que c'est un lipide qui s'appelle triglycéride. Les trois fonctions qu'on a vues, isolant thermique, coussin mécanique de protection, donc ça en reçoit un coup, réserve d'énergie à long terme, c'est important de ne pas oublier le long terme, et d'être capable de m'expliquer pourquoi les gras insaturés sont meilleurs que les saturés. Donc, non seulement de m'expliquer c'est quoi la différence chimique, mais c'est quoi l'impact biologique. Donc, si ça c'est clair pour vous, je ne peux pas vous demander d'autres choses. Vous êtes blindé pour l'examen et ce genre de questions-là. Okay? Maintenant, deuxième sujet, toujours dans les lipides, il y a à part des triglycérides, on a une autre classe de lipides extrêmement importante qui s'appelle les phospholipides. Donc ça, c'est un mot important parce que vous allez les voir beaucoup dans la session, même dans d'autres cours de biologie. Les phospholipides, ils ont une seule fonction, en fait, c'est les composantes de la membrane cellulaire. En fait, en très grande majeure, il y a d'autres molécules dans la membrane cellulaire, mais c'est la composante de base. Donc, c'est pas compliqué. Toutes les cellules de votre corps, il y a une double membrane de phospholipides. Et si vous n'avez pas de phospholipides, vous n'avez pas de cellules, tout simple que ça. Vous êtes blessé, vous voulez recréer de la cellule, bien, si je n'ai pas de phospholipides, je n'ai pas de membrane, pas de cellule. Un enfant en croissance, même chose. Okay? Donc, à chaque fois que vous voulez faire de la nouvelle cellule, remplacer des vieilles cellules, vous grandissez, développer, je ne sais pas, de la masse musculaire ou peu importe, ou vous vous blessez, puis on régénère des tissus pour réparer, bien, ça me prend une nouvelle cellule, donc ça me prend des phospholipides. Et je roule une parenthèse parce que souvent dans notre société, on dit il ne faut pas manger de lipides, les graisses, c'est pas bon, c'est dangereux. C'est parce qu'en Amérique du Nord, on en mange trop, là, j'en conviens. Mais je peux vous garantir que si demain vous arrêtez complètement la consommation de graisses et de lipides et que vous n'en produisez pas dans votre corps, vous êtes mort. J'ai besoin de lipides pour les transformer en phospholipides pour construire des cellules. Puis j'ai besoin de lipides pour me faire des réserves d'énergie à court terme.
À long terme, pardon. Donc, mes réserves d'énergie à long terme, ben, si j'en ai pas, à un moment donné, si j'ai plus de réserve d'énergie, c'est la mort. Mon cœur arrête de battre, mon cerveau arrête de fonctionner, les organes ne fonctionnent plus parce que ces cellules-là, pour vivre et fonctionner, ont besoin d'énergie. Donc, tout est une question de quantité, en fait, mais souvent, vous avez le faux concept de penser que les lipides, c'est mauvais. Ben, c'est mauvais si on en mange trop, mais on a besoin pour vivre, pour les raisons qu'on a vues tantôt avec les triglycérides. Et maintenant, je parle des phospholipides pour la membrane cellulaire. Donc, phospholipides, évidemment, c'est pour construire des cellules. La membrane cellulaire, c'est tout. OK? Ça ne sert pas à autre chose. Et vous allez voir que ça ressemble beaucoup à un triglycéride. Donc, comme tantôt, si je vous mets cette image-là, cette formule-là, je ne veux pas que vous appreniez par cœur tous les lettres, mais je veux que vous soyez capable de reconnaître. Et pour ça, ben là, c'est un travail d'observation. Tantôt, si vous vous souvenez, le triglycéride, ça ressemblait beaucoup à ça. Hein? Il y avait le glycérol ici et 3 chaînes d'acide gras. Le phospholipide, la différence, c'est qu'on a perdu une chaîne d'acide gras. On a sacrifié une chaîne d'acide gras qui a disparu, mais on a gardé les 2 autres. Donc, c'est une molécule qui se ressemble beaucoup. Il y a toujours le même glycérol, les 2 chaînes d'acide gras, et on a un groupe phosphate. Le composé ici est plus ou moins important pour moi, mais l'indicateur ici, phosphate, un PO4-. Donc, c'est juste ça, en fait, un phospholipide. On a sacrifié la 3e chaîne d'acide gras pour faire de la place et ajouter ces molécules-là, dont le PO4- ici, ou le phosphate. Et ce qui est vraiment fascinant, je vous disais déjà dans les premières capsules que ça ne prend pas des gros changements pour modifier la fonction d'une molécule. On a parlé des isomères et tout ça, puis même c'est les mêmes atomes, les mêmes atomes en même quantité, mais on fait juste changer l'orientation, ça change la fonction. C'est la même chose ici. Et faites attention, c'est un lipide, mais il n'a aucun rapport dans la production d'énergie. Vous êtes incapable de faire de l'ATP, de l'énergie avec un phospholipide. Puis là, vous dites, ben oui, mais il ressemble tellement à l'autre. Je suis d'accord, mais le fait qu'il y a un phosphate, puis perdu un acide gras, on n'est plus capable de l'utiliser pour faire de l'énergie. Le triglycéride de tantôt, on avait les 3 chaînes d'acide gras, glycérol, on fait de l'ATP avec ça. C'est une réserve d'énergie. Maintenant, si on veut faire de la cellule, j'enlève cet acide gras, cette 3e chaîne, j'ajoute un groupe phosphate, et là, je peux faire de la membrane cellulaire. Je serai incapable de faire de l'énergie, mais on a changé la fonction de la molécule. Donc, dans un premier temps, c'est d'être capable de m'expliquer la fonction. Donc, membrane cellulaire, on fabrique les membranes de cellules, et ensuite de reconnaître la forme ici. Donc, les 2 mêmes questions que tantôt avec les triglycérides. Je vous dis à l'examen, OK, en regardant cette image-là, dites-moi quelle famille, vous avez une chance sur 4, quelle famille de molécules organiques, est-ce un glucide, protéine? Bien, vous me dites que c'est un lipide, comme les triglycérides de tantôt, donc c'est 2 lipides, mais dans ce cas-ci, son nom spécifique, c'est un phospholipide, alors que tantôt, c'est un triglycéride. Donc, il faut être capable de les identifier, de les distinguer. Et comme tantôt, le 3e élément, bien, je veux que vous soyez capable de me dire en mots la composition de cette molécule-là. Donc, un phospholipide, c'est fait de quoi? Si je veux l'assembler, si je veux construire une membrane de cellules, bien, j'ai besoin d'attacher un phosphate ou un PO4-, c'est la même chose. Donc, un phosphate, plus une molécule de glycérol et 2 chaînes d'acide gras. Donc, il ne faut pas vous mélanger. Tantôt, c'était 3. Maintenant, c'est 2 chaînes d'acide gras. Okay? Donc, si ça, c'est clair, vous êtes capable de retenir ça, c'est pas mal tout ce qui est important de retenir pour les phospholipides. Maintenant, ici, une autre façon de le montrer, donc, si je fais un retour en arrière, évidemment, il y a la formule ici, donc je mets ce dessin-là, vous êtes capable de me dire que c'est un phospholipide, mais des fois, comme tantôt, on met juste une version imagée d'artiste, on ne met pas tous les atomes. Mais en fait, la boule ici, ça constitue le glycérol avec le groupe phosphate et les 2 chaînes d'acide gras qui sont ici. Donc, ça ressemble un petit peu à un bonhomme. Et c'est la même chose, c'est juste qu'on n'a pas mis, exemple, les carbones et les hydrogènes pour les chaînes d'acide gras. Donc, si vous le voyez sous cette forme-là, ou sa forme plus développée avec les atomes et les liens, dans les 2 cas, vous devez être capable de me dire que c'est un phospholipide. Okay? J'ai le droit d'utiliser les 2 images. Et maintenant, bien, ici, c'est une révision de la dernière capsule, donc je passe plus vite. On a vu que le phospholipide, il y a toutes les molécules qui sont organiques ou inorganiques, on peut les classer en 3 catégories selon leur préférence pour l'eau. Des molécules hydrophiles ou hydrophobes. Et
amphipathique. Donc, hydrophile, on aime l'eau. Hydrophobe, on aime mieux les graisses, on n'aime pas l'eau. Et amphipathique, on aimait les deux. Donc, si vous vous souvenez, le phospholipide, c'est une molécule amphipathique. Elle est à la fois hydrophile, hydrophobe, hein, parce qu'il y a une région polaire et non polaire. Donc, la région polaire qui aime l'eau, c'est la boule. C'est elle qui est hydrophile. Et les deux acides gras, ben là, vous savez maintenant que c'est des graisses. Donc, évidemment, si c'est des graisses, ben, vous comprenez qu'on n'aime pas trop l'eau. Donc, ça, c'est la partie hydrophobe ou non polaire. Et ce que ça fait, j'avais tenté de vous l'expliquer un petit peu quand je parlais de micelles, où j'ai même été un peu plus loin, je parlais d'une thérapie qui s'appelait liposome. On créait artificiellement des membranes de cellules comme ça, qui fait comme des espèces de petits ballons, des petites sphères, puis on insérait des médicaments à l'intérieur qu'on pouvait injecter aux patients. Ça, c'était de la culture. Mais ce qui est important pour le cours, c'est de comprendre que quand je prends un bécher comme ça, puis je place dans un plat, donc on voit les phospholipides ici, et je les déverse dans un bol d'eau, de façon spontanée, tous ces phospholipides vont se réorganiser sous forme sphérique comme ça. Et pourquoi c'est possible de créer comme ça une double couche de phospholipides? Donc, c'est une membrane de cellules que vous venez de créer artificielle. C'est sûr que ce n'est pas une cellule parce que l'intérieur est vide. Normalement, il y aurait du cytoplasme, des organites, un noyau, de l'ADN, des protéines, plein d'affaires. Là, elle est vide, mais vous venez de créer une membrane cellulaire. Ce phénomène-là, c'est exactement la même chose dans votre corps quand vous créez des nouvelles cellules. Comme vous êtes des êtres d'eau, bien, vous n'avez pas besoin de bol d'eau, vous êtes complètement rempli d'eau. Donc, évidemment, surtout que vous produisez, synthétisez par anabolisme des phospholipides, ils vont s'orienter de façon alignée comme ça. Pourquoi? Parce que, ce que je vous disais, l'eau, en fait, il y en a à l'intérieur ici, il y en a à l'extérieur. Donc, la boule ici, la tête ronde du phospholipide, qui est la partie polaire, qui aime l'eau, va être attirée par les molécules d'eau ici. Mais les tiges que je pointe présentement, hydrophobes, donc les deux chaînes d'acides gras, vont vouloir s'éloigner le plus possible. Ce qui fait que même s'ils sont dans toutes les orientations possibles, en une fraction de seconde, ils vont tous s'orienter comme si l'eau était un aimant, va attirer le groupe phosphate vers elle comme ça, pendant qu'on veut éloigner les deux chaînes d'acides gras. Et c'est pour ça que ça forme une double couche, parce que ici, ben, j'ai de l'eau aussi. Donc, la tête polaire hydrophile est attirée, puis en même temps, les tiges vont vouloir s'éloigner. Ce qui fait que toutes les cellules de votre corps ont cet aspect-là. Un aspect sphérique. Souvent, vous voyez la cellule en deux dimensions avec la membrane et le noyau au centre, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Même s'ils sont invisibles à l'œil, ils ont cette espèce de forme tridimensionnelle. Donc, il y a vraiment une hauteur, une largeur, puis une profondeur dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment comme une boîte, en fait, ou un cube. Mais oui, forme sphérique. Et pourquoi on adopte cette forme-là? Bien, tout simplement parce que le phospholipide est amphipathique et comme il y a une partie d'elle qui est attirée par l'eau et l'autre partie éloignée, ils vont s'aligner spontanément comme ça, en double couche sphérique. Donc, en fait, ce qu'on appelle les micelles, ou les liposomes, quand on les utilise d'un point de vue thérapeutique, c'est simplement une coquille vide. C'est une membrane cellulaire vide, tout simplement, avec rien à l'intérieur, de l'eau, tout simplement. Mais si j'ajoute des organettes cellulaires, de l'ADN noyau, ben ça en devient une cellule. Mais c'est vraiment la façon qu'on va créer, en fait, des membranes cellulaires dans votre corps. Troisième classe des lipides, donc on a vu les triglycérides, on a vu les phospholipides. Troisième groupe de lipides extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les stéroïdes. Okay? Donc, vous êtes peut-être familier avec le terme stéroïde anabolisant, des athlètes qui vont s'injecter des stéroïdes pour développer une masse musculaire et tout. En fait, c'est simplement pour votre culture, mais ces gens-là, ils s'injectent de l'hormone sexuelle artificielle, c'est de la testostérone, donc l'hormone sexuelle mâle, qui ressemble beaucoup à la forme naturelle, mais qui a été modifiée un petit peu, et qu'on injecte. Puis évidemment, c'est à proscrire, ça peut amener plein de problèmes. Oui, effectivement, on développe la masse musculaire, mais si on fait ça sur une longue période avec des très fortes concentrations, on peut même définir stérile. Parfois, vous me dites pourquoi? Bien, tout simplement parce que votre cerveau détecte des quantités fortes d'hormones sexuelles, mais elle ne fait pas la différence avec la naturelle. Donc, elle arrête la production au niveau des testicules de l'hormone mâle normale. Et malheureusement, l'artificiel n'est pas tout à fait pareil. Donc, on ne peut plus fabriquer de spermatozoïdes. Et comme votre corps arrête d'en produire, bien là, ça peut expliquer des cas de stérilité.
Parfois, il y a des gens qui me demandent si c'est de la culture aussi, mais j'ai souvent la question en classe, donc pour votre intérêt, pourquoi que des gens qui abusent de stéroïdes et tout, éventuellement, la morphologie féminine, hein, sexuelle féminine, c'est une hormone sexuelle mâle, puis hop, le gars perd les cheveux, développe des seins, devient stérile, perd du poil, la voix qui devient plus aiguë. C'est possible parce que la vie est un peu mal faite parfois, comme je l'ai déjà dit. Chez l'être humain, chez l'homme entre autres, il y a une enzyme particulière qui convertit les surplus de testostérone en oestrogène, qui est l'hormone sexuelle de la femme. Et ça surprend toujours les gens parce qu'on pense que l'homme n'a pas d'hormone sexuelle féminine. Vous avez raison, c'est des quantités minimes, hein, en fait. Puis on ne sait même pas trop encore s'il y a un rôle chez l'homme. L'oestrogène, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc, les surplus d'oestrogène, pour une raison, les surplus de testostérone, pour une raison que j'ignore, sont convertis en oestrogène. C'est aucunement un problème chez quelqu'un en santé parce que, et qui ne s'injecte pas de stéroïdes, parce que nos quantités de testostérone sont minimes. Et même si on a un pic de testostérone, si on en convertit un petit peu, il n'y aura pas d'impact. Mais si vous injectez des quantités astronomiques, vous avez ce phénomène-là qui va se produire, ce qui n'est pas normal, hein, effectivement, parce que votre corps n'est pas fait pour avoir des quantités astronomiques d'hormones sexuelles. Donc, c'est un peu le concept. Je ferme la parenthèse. Ce qui m'intéresse plus maintenant pour le cours, c'est vraiment c'est quoi un stéroïde? Okay? Donc, c'est une famille de molécules. C'est pas juste des hormones sexuelles. C'est une molécule qui s'appelle le cholestérol. C'est certaines hormones, incluant les hormones sexuelles, des sels biliaires qui sont importants pour la digestion. Donc, c'est vraiment une famille assez diversifiée, en fait. Et les stéroïdes vont juste ramener l'idée qu'il y a une molécule de cholestérol d'impliquée. Et je m'explique. Tous les membres, même si on a des fonctions différentes, tous les membres qu'on appelle stéroïdes, donc première chose, vous devez être capable de me dire que les stéroïdes, c'est un lipide, et vous devez être capable de les reconnaître. Donc, vous allez voir ici, l'image ne ressemble pas du tout à un phospholipide ou à un triglycéride. Hein, on reconnaît que c'est extrêmement différent. Et ce qu'il faut observer, le plus important, c'est ce que j'encercle ici, c'est l'espèce de squelette carboné. Donc, il y a comme 4 cycles, hein, 4 cycles de carbone comme ça. On appelle ça des hydrocarbures parfois. Donc, 4 cycles. Puis, on ne va pas en détail en chimie, mais chaque pointe, en fait, est un carbone. Donc, imaginez que c'est plusieurs carbones. C'est pour ça que je dis que c'est des cycles de carbone qui sont raccrochés ensemble. Fait un petit peu une forme de S, hein? Donc, un peu comme ça ici. Et ces 4 cycles de carbone, ça, c'est un cholestérol. Et en fait, les stéroïdes, c'est des lipides qui sont faits à partir d'une molécule de cholestérol. Tout simplement. Que ce soit du vrai cholestérol, donc c'est juste le cycle carboné, ou qu'on ajoute différents groupes chimiques. Là, ça pourrait faire une hormone sexuelle mâle, femelle, des sels biliaires, mais à la base, ils ont tous ça en commun. Ils ont les cycles envers ici que j'ai encerclés, donc une molécule de cholestérol. Fait qu'on pourrait dire que les stéroïdes, peu importe leur fonction, leurs membres, sont tous constitués d'une molécule de cholestérol. Et vous devez savoir ça, mais aussi savoir la reconnaître. Donc, première question, c'est quelle famille? C'est la famille des lipides. Et son nom, stéroïde. Pourquoi? C'est fait à partir de cholestérol. Maintenant, les groupements fonctionnels, hein, les atomes ici, je ne vous demande pas d'apprendre ça. Ça va être hautement variable selon la molécule. Okay? Donc, il y en a qui ont, par exemple, un groupe hydroxyle ici, des méthyls qui ne sont pas à retenir, des CH3 ici. Et c'est toujours la même chose. Un petit changement d'hormone peut complètement... excusez, je me suis tellement mal expliqué ici. Un petit changement d'atome peut complètement changer, exemple, la nature de l'hormone. Exemple, les stéroïdes, une première fonction qui est écrite ici, hein, les hormones stéroïdiennes, généralement, je vais ajouter un détail, je veux que vous sachiez que les hormones sexuelles, donc les oestrogènes chez la femme, et l'équivalent mâle, donc la testostérone, sont des stéroïdes. Donc, des hormones qui sont faites à partir de molécules de cholestérol. Et évidemment, ça c'est la culture un petit peu, mais le changement entre l'hormone sexuelle mâle et femelle, vous pensez, parce qu'évidemment, un homme c'est tellement différent biologiquement, entre autres, d'une femme et vice-versa, c'est sûr, tout le monde sait ça. Mais ce qui est étonnant, c'est la différence chimique. Le groupe hydroxyle ici, et je ne me souviens pas où exactement, mais il y a un groupe, je pense que c'est le groupe ici qui part, puis c'est remplacé par un hydrogène.
Donc, à peu près 3 atomes de différence entre l'œstrogène et la testostérone. Et pourtant, ces 3 petits atomes font une assez grande différence dans la structure chimique de l'hormone pour générer soit un homme ou une femme, avec toutes les différences que ça implique. Donc, quand je vous disais que la chimie, c'est puissant, c'est un autre exemple. Maintenant, je reviens au cours. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire, donc la reconnaître comme je disais tantôt, mais de me dire les fonctions également. Donc, les stéroïdes, première fonction, ça permet les hormones sexuelles, donc le développement d'un homme, d'une femme, la reproduction, tous les cycles reproducteurs, évidemment, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc, ces hormones, tous les rôles associés aux hormones sexuelles, évidemment, ben, c'est une des fonctions des stéroïdes. Deuxième fonction des stéroïdes, c'est une fonction de digestion. On est capable, donc le terme sel biliaire ici, je sais que ça sonne drôle, hein, sel biliaire, mais ce que vous oubliez, les sels biliaires, c'est des stéroïdes. C'est donc des molécules qui sont faites à partir de cholestérol. Et ça permet de faciliter la digestion des graisses ou des lipides que vous mangez. On appelle ça l'émulsification des graisses. En fait, ça va fragmenter des particules de graisse que vous avez ingérées au cours de votre repas en plus petits morceaux. Comme si je prenais un gros morceau de pain et je le cassais en petits morceaux. Donc, vous verrez ça en session prochaine quand vous ferez le système digestif. Mais pour l'instant, la deuxième fonction des stéroïdes forme des sels biliaires nécessaires à la digestion. Okay? Donc, ça, c'est une deuxième fonction que vous devez être capable de m'énoncer à l'examen. Et en plus, ça c'est important, le cholestérol, tout est important, mais c'est un autre élément important, on peut le garder sous forme de cholestérol pur. Donc, simplement, il y a des stéroïdes, c'est juste du cholestérol, donc il n'y a pas de groupement, on a juste le cycle carboné comme ça, ou les hydrocarbures. Et pourquoi? Parce que ça vient renforcer, ça c'est la troisième fonction, le stéroïde sous forme de cholestérol pur, si je peux dire comme ça, va renforcer tout simplement la membrane cellulaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les êtres vivants, la plupart des êtres vivants, par-dessus leur membrane cellulaire de phospholipides, ils ont parfois une paroi de sucre qui va protéger. Là, c'est pas à retenir, je vais plus loin que mon cours. Mais exemple, les bactéries, c'est une paroi de sucre qui s'appelle les peptidoglycanes. Les levures, c'est un autre type de paroi. Les mycètes, les champignons, donc, une paroi de chitinine. Les végétaux ont une paroi de cellulose aussi pour protéger. En fait, à peu près tout le monde a des parois pour protéger leur petite membrane fragile, sauf le monde animal. Pour X raisons, en termes d'évolution, on l'a perdu. Donc, on a comme une petite membrane de phospholipides nue, très fragile. La stratégie animale, ça a été développée. Exemple, si je dessine une cellule, j'ai le noyau ici, puis je regarde la membrane ici de phospholipides en double couche, comme on mentionnait tantôt. Bien, le cholestérol, il va se planter un peu partout entre les phospholipides, comme ça. Hein, il va s'insérer comme ça entre les phospholipides. Et les lignes que je fais, en fait, c'est le cholestérol pour renforcer, pour durcir un petit peu la membrane. Donc, s'il y a un choc mécanique jusqu'à un certain point, la membrane a moins de chances de se briser, en fait. Donc, ça vient protéger un petit peu la cellule. Alors, le terme « renforcer la membrane », c'est une bonne idée. Ça ne modifie pas sa fonction, mais ça va la solidifier. On pourrait dire ça comme ça. Donc, en résumé, 3 fonctions pour les stéroïdes. Cholestérol pour renforcer la membrane. Fait les hormones stéroïdiennes, donc plus précisément les hormones sexuelles chez l'homme ou chez la femme. On peut même avoir un rôle de digestion, donc sel biliaire, qui me permet, donc c'est un stéroïde qui me permet donc de faciliter la digestion des graisses que vous mangez au cours de la digestion. Il y a même d'autres molécules qui, à base de cholestérol qui vont être impliquées dans le transport des graisses que vous avez ingérées. Donc, il y a des transporteurs également, des lipoprotéines qu'on appelle HDL, VLDL. Je ne vais pas expliquer ça en détail dans la capsule, mais je suis pas mal sûr que vous allez étudier ça avec votre enseignante en Bio 3 quand vous ferez le système digestif. Pour mon examen, bien, si vous êtes capable de m'énoncer dans vos mots ces 3 fonctions, de me dire quand vous reconnaissez un dessin similaire à ça, vous reconnaissez le cycle ici, que c'est un cholestérol, donc nécessairement c'est un lipide qui appartient aux stéroïdes, et les 3 fonctions, bien, vous êtes correct, je ne demande pas plus. Dernier membre de la famille des lipides, et ensuite les lipides c'est terminé, c'est la famille des eicosanoïdes. Je passe beaucoup plus vite, moins important pour mon cours. Premièrement, ils ont une structure très, très variable. Donc, je ne vous demande pas, lui, ce dessin-là, vous ne le verrez jamais, parce qu'en fait, dépendamment du membre de l'eicosanoïde que je choisis,
ils vont avoir une structure complètement différente et qui n'ont pas tant de liens que ça. Donc, c'est sûr que je ne veux pas vous étudier ça. OK? Ça va trop loin pour notre cours. Ensuite, on vous dit que, en fait, la fonction, ouais, c'est des molécules signal, mais c'est tellement hautement variable. Puis on vous donne quelques exemples, mais je vais juste vous donner un exemple ici. Là. Il y en a quelques-unes là-dedans que vous allez étudier au cégep. En bio 2, vous allez parler un peu des thromboxanes. En micro, peut-être, dépendamment du prof, des leucotrienes. Donc, déjà ici, rôle dans le système de défense. Ça, c'est des molécules de signalisation dans le système de défense. Il y a tous les cyclines qui peuvent aussi être impliquées dans le système de défense, donc le système immunitaire, mais aussi dans d'autres rôles, exemple le cycle cellulaire et des choses que vous ne connaissez pas, mais bon. Donc, il y a d'autres rôles, mais celles-là, vous n'allez pas les voir. Thromboxane, c'est pour la coagulation sanguine, donc vous allez en parler un petit peu. Prostaglandine, c'est des molécules de signal qui fonctionnent, c'est pas des hormones, mais ça ressemble un petit peu à des hormones, mais tellement variables. Grande famille de molécules qui peuvent avoir un impact immunitaire, un impact sur le métabolisme, sur la douleur, des prostaglandines qui vont créer des sensations de douleur pour X raisons. Donc, c'est tellement diversifié que je ne peux pas vraiment vous demander d'apprendre ça. En fait, c'est que vous allez découvrir certains membres au cours de votre deck, donc on va spécifier. Mais comme il n'y a pas de cohérence vraiment dans la formule, dépendamment de ce qu'on étudie, je peux vous dire qu'une prostaglandine, une thromboxane, ça ne ressemble pas du tout. Puis les fonctions, puis là, il y a beaucoup d'autres membres qu'on ne vous parle pas ici. Donc, pour l'examen, là, je ne demande pas d'étudier vraiment les icosanoïdes. Vous savez simplement, c'est des molécules de signal qui vont permettre la communication entre les cellules. C'est correct, mais pas plus que ça. Okay? Donc, je l'ai mentionné rapidement, mais c'est vraiment les 3 autres membres qui sont extrêmement importants pour le premier examen.